IDFM, Radio Anguin 98 de la bande FM. Aujourd'hui, nous allons aller voir un peu un journal, le journal d'une hypnothérapeute. Elle s'appelle Catherine Lefebvre. Elle vient de publier un roman graphique pour aller mieux, qui s'appelle Journal d'une hypnothérapeute, aux éditions Erol. Catherine Lefebvre, bonsoir, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Alors, vous êtes dans le sud de la France ? Alors non, je suis dans l'ouest, à côté d'Angers. D'accord. Pour nous, c'est quand même un peu au sud, non ? D'accord. Ok. Alors, vous avez écrit un livre que moi, je trouve assez fantastique, parce que c'est comme une BD, ça se lit comme une BD, c'est-à-dire, pour ceux qui sont un peu réfractaires à la lecture, ils vont pas se prendre la tête, ils vont avoir un tas d'informations qui vont leur arriver sous forme de BD. Et d'après ce que j'ai compris, c'est vous-même qui avez fait les illustrations. Oui, absolument. J'ai fait à la fois les illustrations, le texte, pour expliquer ce que c'est que l'hypnose. Alors, vous remerciez votre sœur Valérie qui vous a hypnotisé avec cœur et esprit et quand elle est devenue hypnothérapeute. Et depuis, ça vous a intéressé ? Est-ce que vous êtes vous-même ? Oui, en fait, c'est ma première expérience tout en étant hypnotisée, et j'ai trouvé que ça m'a fait tellement de l'effet, en fait, à titre personnel. Moi, j'avais un problème à l'époque que j'arrivais pas à résoudre. Ça m'a permis vraiment d'aborder la situation avec des ressources nouvelles, en fait. Ce qui se passe en hypnose, c'est qu'on a accès à notre partie inconsciente, et du coup, on a beaucoup plus de possibilités en se reconnectant à cette partie-là, qui permet de faire beaucoup plus de choses, en fait. C'est comme si on avait plus de choix. Alors, votre livre commence un peu en disant votre histoire. Il était une fois une femme de 43 ans qui n'allait pas bien. C'était moi. Elle bénéficia d'une séance d'hypnose tout à fait par hasard et elle alla super mieux. Elle voulut en savoir un peu plus. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je me suis prêtée au jeu de cette séance d'hypnose parce que c'était ma sœur, justement, qui était devenue hypnothérapeute et qui a eu un peu cette même démarche, d'ailleurs. Elle a été d'abord cliente d'un cabinet, puis elle s'est intéressée en disant « mais c'est trop génial, pourquoi ça marche si bien alors que la psychothérapie, c'est beaucoup plus long, etc. » Donc elle s'est dit « ça fait vraiment des effets incroyables et je veux en savoir plus ». Et moi, j'ai effectivement eu, pareil, la même démarche. Alors, est-ce qu'on parle tout de suite de la Fabrique du Bonheur avec votre préface de Audrey Hakoun, qui est psychothérapeute, formatrice et conférencière, qui dit que, adolescente, elle se disait souvent qu'elle ferait bien d'aller voir ailleurs quand son cœur s'engourdissait et quand la réalité devenait trop difficile pour elle. Donc, fallait qu'elle change, elle se disait, change quelque chose et tout changera. C'était son leitmotiv. Alors, elle a souvent changé de couleur de cheveux, d'appartement, de métier et même d'amoureux. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle avait beau changer de décor, la décoration intérieure ne changeait pas pour autant. Ça parle à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. C'est pas en changeant l'extérieur qu'on change les choses. En fait, dans la vie, il y a un peu de types de changements. Il y a les changements superficiels et puis les changements profonds qui changent carrément notre nature de la relation avec les choses qui nous entourent, en fait. Donc en hypnose, on va avoir accès à la structure profonde de l'individu et on va pouvoir faire des changements véritablement profonds. Alors, c'est quoi la fabrique du bonheur.com ? Alors, la fabrique à bonheur au pluriel.com. Oui. Alors, c'est le site d'Audrey Hakoun qui propose des ateliers de formation pour des enfants et des parents souvent en difficulté scolaire. Voilà. Donc, c'est notre façon d'apprendre. Elle utilise la PNL, l'hypnose et d'autres techniques encore pour débloquer des situations dans les familles, souvent au niveau de l'école. Alors, à la fin de votre roman graphique, vous parlez d'un restaurant qui propose des voyages hypnotiques. Alors, je présume que c'est vers Angers, non ? Alors effectivement, c'est pendant un certain temps, j'ai fait effectivement des interventions dans un restaurant pour proposer aux personnes qui étaient attablées des voyages hypnotiques. Donc c'était pour moi une façon de pratiquer ce qu'on appelle la speed hypnose, c'est-à-dire la mise en transe extrêmement rapide. Donc là, c'était à des fins de découverte. Donc ça m'arrive effectivement d'utiliser encore la speed hypnose quand je fais des conférences sur l'hypnose thérapeutique pour montrer comment l'inconscient est vraiment là, à fleur de peau, extrêmement présent et qu'on peut le solliciter en quelques secondes en fait. Donc là, c'était pour faire un peu le point de ce que vous faites. Donc vous êtes hypnothérapeute, vous êtes maître praticienne en hypnose, psychopraticienne en PNL et conférencière. Et ce livre, moi je trouve ça sensationnel. C'est la première fois où je m'amuse tant à lire
un livre. Parce que s'il y a tout dedans, ça peut aussi bien être pour des profanes qui n'ont jamais connu l'hypnose que pour des gens qui en connaissent un peu et qui finalement... Voilà, effectivement, j'ai le retour de même d'hypnothérapeutes qui disent « Eh ben, ma femme a dit, enfin, je comprends ce que tu fais. » Voilà. Donc, c'est fait pour expliquer aussi à tous les gens qui entourent les hypnothérapeutes qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Et c'est vrai que c'est assez subtil et un peu subtil à comprendre en fait, parce que c'est un état qui est particulier qui permet de résoudre vraiment des très très grosses difficultés. Alors on va peut-être reparler un peu de l'hypnose. Vous écrivez dans votre livre que ça fait très très longtemps que ça existe, cette hypnose. Oui, effectivement, parce qu'en fait, l'hypnose, avant tout, c'est un état naturel. Donc, c'est un état, donc tout le monde, en fait, entre en hypnose plusieurs fois par jour sans le savoir. Un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et là, c'est pareil, en fait, en tant qu'être humain, on a un espèce de cycle de 90 minutes où pendant ces 90 minutes, on va traverser plusieurs états intérieurs. Donc, un état où on est très performant, où on est complètement là, dans le moment présent, et on est très efficace, par exemple, quand on travaille. Et puis, un moment où on va plutôt se sentir un peu plus flou, un peu plus confus, un peu plus relaxé, où le cerveau, quelque part, se repose. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah, ce serait bien que j'aille prendre un petit café, en fait. » Et ça, on descend tranquillement dans cet état hypnotique. Et souvent, on lutte contre ce, j'en appelle ça un coup de barre, un coup de pompe. On lutte contre ça et en fait, ça fait partie du cycle naturel en fait de la concentration de l'individu. Et puis, il semblerait que dès le jardin d'Éden, Ève a été hypnotisée par un serpent. Donc, ça serait quand même très très vieux. Et puis, vous dites aussi qu'un manuscrit cunéiforme décrit des guérisons en état modifié de conscience en Mésopotamie, il y a déjà 6000 ans. Oui, absolument. Bon, l'hypnose a été utilisée à plein d'époques différentes, et même au temps des Égyptiens, justement pour convaincre les guerriers, pour leur faire visualiser déjà leur victoire, pour renforcer leur capacité, leur force et leur détermination, par exemple. Donc ça a été utilisé comme ça à des fins militaires, tout simplement en faisant visualiser des actions, comme on peut faire maintenant avec des sportifs, en disant... Pour renforcer même de la motivation, quand on travaille sur le poids, on dit, voilà, imagine-toi dans cette robe qui t'attend au fond de ton armoire et qui ne te va plus depuis si longtemps. Et donc, on fait visualiser la personne, comment elle va bien mincir dans sa future robe, dans sa robe ancienne qui l'attend, mais qu'elle pourra remettre de nouveau. Donc, on travaille sur des visualisations, on travaille sur toutes sortes de métaphores comme ça pour que toute l'énergie de la personne se dirige vers la solution. Alors, Antiphon d'Athènes, contemporain de Socrate, écrit sur le frontispice de sa maison « Je guéris avec des mots ». Voilà, on a la preuve, effectivement, que ça a commencé comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai découvert dans votre livre, c'est que vous nous donnez toutes les ficelles de ceux qui font par exemple sur Internet, vous avez un tas de vidéos d'hypnose, hypnose pour perdre du poids, hypnose pour arrêter de fumer, etc. Et là, il y a tout le décodage des phrases qui sont utilisées dans ces vidéos, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de décoder la façon dont on nous hypnotise. Absolument, absolument. Absolument. Donc voilà, à des moments on est plus suggestif, c'est-à-dire plus sensible à la suggestion qu'à d'autres moments, justement dans ce moment où on a cet état de relâchement ou de régénération du cerveau. Et puis les publicistes à la télé par exemple le savent bien, en mettant les pubs au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, l'esprit se détend, hop, il y a les pubs qui arrivent et c'est là où on est le plus sensible à la suggestion en fait, par exemple. Oui, toutes les 3h30, vous dites que le Français moyen passe devant un petit écran par jour. Voilà, donc en état d'hypnose, oui, bien souvent, donc il faut faire bien attention aux films qu'on regarde. Alors, vous dites que tout dépend de l'état intérieur. Oui, parce que finalement, quand on demande à quelqu'un comment vas-tu aujourd'hui, on fait un bref check-up de comment on va et on va expliquer son état intérieur. C'est-à-dire l'état intérieur, c'est l'état dans lequel on se sent à l'instant T, en fait. Quelquefois, on va dire que ça va bien alors que ça va pas. Oui, ça après c'est autre chose. Mais nous, on sait très bien, on arrive à mesurer si ça va ou si ça va pas. Et on ne sait pas forcément comment faire pour aller mieux. Alors, vous dites aussi, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui est déprimé, vous dites qu'ainsi, quelqu'un de 100% déprimé doit fournir un effort considérable pour arriver à créer lui-même cet état de dépression, car nos perceptions et
changement EI, là, c'est EL, oui. D'état intérieur. État intérieur change tout le temps et il lui faudra transformer toutes ses perceptions en EI négatif. Quel travail. Ce qui veut un peu dire que finalement, on est le reflet de ce qu'on a bien envie d'être. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la réalité extérieure et puis il y a notre réalité intérieure, c'est-à-dire par rapport à la réalité extérieure, qu'est-ce qu'on va filtrer, qu'est-ce qu'on va noter, qu'est-ce qu'on va venir vérifier aussi par rapport à nos propres interprétations en fait du monde extérieur. Et vous avez cette très belle citation de Richard Bandler et John Grinder qui dit: on passe plus de temps dans notre vie à comprendre le mode d'emploi d'un mixeur que sur le fonctionnement de son propre cerveau. Eh oui. On est tellement absorbé finalement par le contenu de notre pensée qu'on s'intéresse pas à la structure de nos pensées. Donc Bandler et Grinder ont inventé la PNL en fait en s'intéressant non pas au contenu mais à la façon dont contenaient les informations. Et à partir de ces informations justement on peut être désespéré ou triste ou enthousiaste, etc. Donc ils se sont intéressés à la structure. En changeant la structure, en changeant la façon dont on peut stocker nos informations, on change du coup d'état intérieur, et l'état intérieur, c'est justement ce qui fait qu'on se sent bien ou pas, quoi. Alors, pour en revenir à ces personnes qui fournissent un effort considérable pour déprimer, est-ce que l'auto-hypnose, qui est un peu évoquée dans votre livre, pourrait leur convenir, à votre avis ? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors l'idée, quand on est déprimé, souvent, c'est qu'on ressasse un petit peu toujours les mêmes problématiques, les mêmes histoires. Souvent, quand on est déprimé, on a une très mauvaise image de soi en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça, ou pourquoi l'autre est comme ça, j'y arriverai jamais. Ou voilà, donc on ressasse. C'est un peu, si vous voulez, en hypnose, on va faire appel aux ressources inconscientes. Moi, j'aime bien cette image de la personne qui cherche, qui a perdu ses clés et qui les cherche dans la rue, en pleine nuit, sous le lampadaire. Donc, parce que c'est là où il y a la lumière, oui. Voilà, là, exactement. Et en fait, c'est pas là forcément où elle les a perdues. Et donc, en fait, la lumière, c'est quoi ? C'est le conscient. C'est-à-dire que, ça tourne en rond à l'intérieur et ça trouve pas la solution parce que la clé, et même peut-être la serrure, est bien plus loin, en fait. Mais ça nous appartient, le monde intérieur nous appartient et on peut aller chercher des ressources puissantes. Maintenant, l'avantage d'être dans un cabinet d'hypnothérapie avec un praticien compétent qui vous accompagne, c'est qu'il va vous guider. Parce qu'en auto-hypnose, en hypnose, qu'est-ce qui se passe à un moment ? Le conscient lâche, c'est-à-dire que c'est pas plus que sous lampadaire qui va y avoir de la lumière, c'est un petit peu partout. Et pour ça, il faut contourner en fait les barrières du conscient pour pouvoir éclairer un petit peu partout, si vous voulez. Et donc, c'est difficile de le faire vraiment soi-même jusqu'au bout, dans la mesure où, pour que le conscient lâche, il y a un moment, on peut plus se parler puisque le conscient lâche. Donc, on est limité. Quand on le fait tout seul, on est limité. Bon, on peut écouter par contre des bons MP3. Oui. Oui, il y a quand même des choses intéressantes. Moi, je suis tombée sur des audios de voilà, mais à ce moment-là, c'est plus de l'auto-hypnose, c'est de l'hypnose, parce qu'en fait, c'est bien guidé par une voix extérieure. Ok, mais là, on était sur quelqu'un, parce que je venais de jeter un peu la pierre à ceux qui sont dans des états un peu morbides, de pensées un peu négatives, pour se demander si quelque part, en ayant accès à l'auto-hypnose, ils peuvent changer leur... Oui, l'idée, c'est qu'il faut à un moment prendre la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ses états intérieurs. Les choses qui vous arrivent, la façon dont vous prenez les choses, c'est votre responsabilité, en fait. Ok, donc le captage des informations, ça, je pense que Non, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de parler d'Erikson. Oui, parce que là, on a parlé de conscient, et ça serait bien qu'on en arrive à l'inconscient pour savoir comment fonctionne l'hypnose. Donc peut-être de nous rappeler un peu qui a été le fondateur de l'hypnose, et Erikson, un peu de sa vie, parce qu'il a quand même... Oui. Donc là, en France, l'hypnose la plus pratiquée, c'est l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose ericksonienne, ça provient des travaux de Milton Erickson, qui est un psychiatre américain qui est mort en 1980. Voilà. Et l'hypnose ericksonienne est arrivée après sa mort en France, avec la traduction d'un livre en 1984, Un thérapeute hors du commun. Donc à partir de ce moment-là, les Français se sont jetés sur l'hypnose ericksonienne, et c'est la France d'ailleurs qui a le plus de cabinets d'hypnose ericksonienne. Il y a plus, alors que dans le reste du monde, l'hypnose qui est pratiquée, c'est l'hypnose classique, c'est-à-dire une hypnose très directive.
Donc Milton Erickson, il a démontré que l'inconscient était un réservoir de ressources et que chaque personne possédait toutes les ressources nécessaires en lui-même pour résoudre ses difficultés, pour surmonter ses problèmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sa vie? Parce que quand même, c'est pas n'importe quelle vie, cette vie de Oui, d'Erickson. Alors il est né dans une ferme dans le Wisconsin. Il était un peu handicapé en fait au départ, puisque d'ailleurs il a gardé les défauts de vision. Il était daltonien, il voyait que du violet, quand il voyait des couleurs. Il avait comme ça quelques difficultés, dyslexique. Et puis surtout, il lui arrivait une attaque de polio quand il avait à la fin de l'adolescence, voilà, il est arrivé une attaque de polio et qui l'a laissé complètement paralysé. Et même ce qui s'est passé, c'est que le médecin a prédit, en fait, a fait cette suggestion que de toute façon, désolé Madame Erickson, votre fils ne passera pas la nuit. Et donc lui, il a entendu à travers la porte ouverte dans sa fièvre ce qu'avait dit le médecin et il s'est dit je veux tenir. Et donc il s'est fait une formulation positive. Il s'est pas dit je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Il a fait la formulation positive, c'est-à-dire je veux voir le soleil se lever. Et rien que ça, rien que cette formulation positive, rien que cette suggestion positive est très importante. Parce qu'en fait, l'inconscient n'entend pas la négation. Donc si on dit je veux pas mourir, quelque part, une partie de nous entend je veux mourir. Donc en formulant déjà positivement les choses, il a déjà à ce moment-là inventé quelque chose. C'est bien plus tard en fait, quand il fera ses études de psychiatrie, qu'il aura un professeur qui fait de l'hypnose, qui va découvrir en fait qu'il a fait de l'auto-hypnose pendant toute sa jeunesse. Donc cette crise le laisse complètement paralysé. Et donc on le dépose tous les matins sur la terrasse en bois de la ferme dans un rocking chair. Et puis un jour, il va découvrir que le rocking chair a bougé. Alors il ne sait pas si c'est son imagination, si sa pensée, le pouvoir de sa pensée fait que le rocking chair a un petit peu bougé. Et il s'est dit, si ça bouge un peu, c'est que ça peut bouger plus. Voilà, donc il se fait de nouveau cette suggestion épatante de dire puisque ça peut bouger plus. Oui, et si donc, ça bouge, ça veut dire que je bouge, et si je bouge, ça veut dire que je peux bouger. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il va s'efforcer, par le pouvoir de sa pensée, de bouger ce fauteuil qui va finir par bouger de plus en plus. Et puis, il va retrouver l'usage de ses muscles. Et il va, donc à l'époque, c'est une famille nombreuse, donc il voit sa petite sœur qui apprend à marcher, et il va réapprendre à marcher, en fait, en copiant sur sa petite sœur. Et le fait de copier sur quelqu'un d'autre qui sait faire quelque chose que l'on ne sait pas faire ou que l'on ne sait plus faire, ça s'appelle en PNL la modélisation et c'est très utilisé dans toutes les thérapies. Voilà. Donc il a fait plein de trucs en fait. Voilà. Il a apporté une nouvelle vision. Il a apporté la vision d'un inconscient qui est positif parce que souvent encore aujourd'hui l'inconscient est considéré comme un réservoir de pulsions assez dangereux. Donc quand on parle d'hypnose, les gens ont peur en disant c'est sulfureux comme qu'est-ce que je vais révéler, qu'est-ce qu'on va me faire dire. Oui, ça on le verra plus tard. Alors donc à 21 ans, il entreprend un voyage en solitaire en canoë de 1700 km. Absolument. Pour éprouver ses forces. À 27 ans, il obtient... il était assez dur avec lui-même. Il se forçait, il avait une détermination de fer, il s'efforçait à marcher, arriver jusqu'à la rivière en marchant, il se traînait s'il fallait à quatre pattes pour y arriver. Enfin, il était assez dur avec lui-même, mais il était très 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 déterminé. À 27 ans, il obtient son diplôme de médecin et exerce en psychiatrie. À 32 ans, il développe officiellement ses propres recherches sur l'hypnose. Il publie son premier article scientifique. Et à 51 ans, victime d'une poussée de poliomyélite, il acquiert la certitude que toute douleur peut être réduite. Voilà, il a beaucoup travaillé sur la douleur, en donnant finalement, enfin il y a plusieurs techniques, mais en donnant à la douleur des sous-modalités. Par exemple, quelqu'un dit, je sais pas, j'ai une douleur au coude, comment elle est cette douleur ? Eh ben, elle pique. Ah bon, elle pique et elle pique comme quel genre de piquant ? Comme un porc-épic, comme un pic de cure-dent, oui, c'est comme si j'avais des cure-dents plantés dans le coude. Très bien. Donc ces cure-dents, du coup, donc à partir du moment où on donne une forme à la douleur, comme une métaphore en fait des choses, on peut agir sur cette métaphore en disant que le cure-dent va se déplacer, etc. Et donc ça c'est très très important. Donc il a travaillé beaucoup sur les sous-modalités, ça s'appelle les sous-modalités par exemple de la douleur ou d'autres représentations métaphoriques des choses qui permettent de faire évoluer en fait.
les sensations physiques. Oui, vous dites qu'il est l'inventeur de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que, à la rigueur, le patient est en train de s'auto-guérir rien qu'en discutant avec le thérapeute. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque d'Harrison, il n'y avait pas de moment où on ne disait pas, bon, voilà, on a fini de discuter, donc je vois à peu près quel est votre problème, donc je vois à peu près quel protocole je vais pouvoir utiliser, donc maintenant entrer en transe. Il n'y avait pas cette différenciation entre les différentes étapes pendant la séance. C'était quelque chose de continu. Et Erickson se basait beaucoup sur sa vie, il racontait, voilà ce qui m'est arrivé l'autre jour, etc. Et en fait, il racontait des choses exprès pour mettre l'autre personne en transe. La personne disait, voilà, c'est un peu ennuyeux ce qu'il me raconte, ce vieux docteur. Et il commençait à rentrer, en fait, de plus en plus à l'intérieur de lui et à pouvoir accéder finalement à cet état de conscience modifié et à accepter les suggestions qu'Erickson pouvait lui faire. Et la personne pouvait sortir et entrer de transe comme ça sans savoir ce qui s'était passé. Il ne savait pas, en fait, souvent qu'elle avait été en hypnose. Mais par contre, il y avait un effet derrière très efficace. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, saute en joie. Oh, je t'en prie, car... Dans les deux yeux, ne t'en déplaise. Voilà, vous aurez reconnu le livre de la jungle avec cette hypnose pas du tout ericksonienne. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais petite, ce film. J'avais vraiment eu peur Vous parlez d'ailleurs, vous avez un chapitre, Catherine Lefebvre, dans le journal d'une hypnothérapeute. Vous avez un chapitre sur l'hypnose de foire, sur ce qui se passe dans les foires, ce que j'appelle... Oui, absolument. Et je parle effectivement de cette première rencontre que moi aussi j'ai faite avec l'hypnose, avec ce serpent K, avec ses yeux absolument incroyables, hypnotiques justement. Oui, c'est assez frappant. Oui, puis qui nous ramène au jardin d'Éden, puisque finalement le serpent, c'est quand même pas le... Donc un serpent pas très bienveillant, puisqu'il voulait manger Mowgli en fait. Donc voilà, il se servait de l'hypnose à des fins pas très bienveillantes et personnelles. Alors, donc on a vu un peu qui était Erickson. Il y avait donc cette hypnose ericksonienne. Vous parlez à un moment de l'hypnose hellmanienne. Oui, donc Hellman, c'était un journaliste en fait américain qui a exercé l'hypnose à peu près à la même époque qu'Erickson, qui a beaucoup travaillé sur la douleur, sur des suggestions, et il a formé beaucoup de médecins en fait pour atténuer la douleur. Et donc c'est une hypnose qui est beaucoup plus directive, c'est-à-dire que dans l'hypnose ericksonienne, le langage va être flou, va être permissif, c'est-à-dire la personne pourra peut-être faire cela ou peut-être faire autre chose ou peut-être aller dans cette direction-là. Et c'est l'inconscient du patient qui va choisir en fait les différentes solutions, voilà. Dans l'hypnose hellmanienne, c'est beaucoup plus directif. C'est à partir de maintenant, pof, t'arrêtes de fumer, point barre. Voilà. C'est directif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend le pouvoir sur l'autre. Alors j'aime pas trop dire prendre le pouvoir, mais qui va faire des suggestions assez fortes en fait. Oui. Après, l'inconscient prend ou prend pas. Donc, en fait, dans l'hypnose hellmanienne, dans l'hypnose classique, ça marche moins bien que l'hypnose ericksonienne, quelque part. Parce que ce qui se passe, c'est que dans l'hypnose ericksonienne, on va faire de la haute couture. C'est-à-dire, on considère que chaque personne est unique, que chaque personne a une histoire extrêmement différente. Moi, je vois bien quand je traite des problèmes de poids, je peux pas raconter la même chose à chaque personne. Chacun va avoir... Il y en a qui vont s'affamer parce qu'ils vont considérer qu'ils vont pas manger quand ils ont faim, ils peuvent attendre, etc. Donc, finalement, ils sont pas branchés sur leur corps. Il y en a au contraire qui cherchent à se remplir tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont une sensation de solitude et comme ça ils se sentent il y en a qui veulent au contraire se protéger du monde extérieur et manger leur permet de mettre une carapace. Donc en fait chacun a une espèce d'histoire très particulière. Et donc en hypnose ericksonienne on va faire des suggestions vraiment sur mesure par rapport à la personne qui est là en face de nous. Dans l'hypnose classique, dans l'hypnose hellmanienne, on a un peu un script tout établi qui peut fonctionner si ça match ou pas. Voilà. Oui, ça dépend de la personne qui est en face. Ça dépend de la personne, voilà. Alors, vous travaillez sur les croyances, sûrement. Il y a des croyances qui sont aidantes, il y en a d'autres qui sont limitantes. Je parle des croyances qu'on a chacun. Et oui, absolument. C'est-à-dire ce qu'on croit, en fait. Et c'est pas des croyances religieuses, vous le précisez, et elles peuvent être contradictoires. Oui. Donc ça se complique et elles sont surtout très difficiles à reconnaître parce que ça veut dire qu'on admet que pendant des années on a cru au Père Noël, quoi. Oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est des croyances, c'est un peu comme des suggestions qu'on a reçues et qui sont restées fossilisées, voilà. Donc, je ne sais pas, quelqu'un qui
a dit à un enfant qu'est-ce que t'es doué, qu'est-ce que t'es intelligent, quoi qu'il arrive, en fait, il va se sentir doué et donc il sent qu'il va y arriver. Il sait qu'il va y arriver parce qu'il a enregistré ça. Donc ça, c'est vraiment une croyance aidante. Voilà. Et puis, par exemple, si quelqu'un a reçu d'autres croyances plutôt limitantes du style « qu'est-ce que t'es stupide ?» et la personne, elle va partout se promener et avoir l'impression qu'elle comprend rien. Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'elle est stupide. Oui, elle s'est collée l'étiquette sur le front et elle n'arrive pas à la décoller. C'est ça. Donc ces croyances, c'est un peu des choses qui sont collées à l'intérieur de nous et qui peuvent très bien nous handicaper, très bien nous interdire de faire certaines choses, nous limiter en fait, c'est ça. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est gros, qui veut maigrir et qui a cette croyance que en fait les gros sont des êtres généreux et les minces, ils sont radins. Voilà. On dit un bon gros généreux. Enfin, cette idée-là lui est venue, on ne sait pas trop pourquoi, parce que peut-être sa grand-mère était assez ronde et qu'elle était très généreuse, alors que sa mère était plus mince et plus sèche, plus raide, plus stricte, par exemple. Et donc, cette croyance est complètement à l'intérieur de la personne. Et donc, quelque part, ça empêche de maigrir, parce qu'elle se dit, si je maigris, je vais perdre ma générosité. Et moi, je vais être généreuse comme ma grand-mère. Donc, rien qu'une petite croyance comme ça peut complètement mettre à plat des stratégies. Ou c'est aussi le fait de ne plus appartenir à une famille, c'est-à-dire de couper les racines. Oui, c'est ça. Quand on est identifié à un comportement qui appartient à quelqu'un, si on change de comportement, est-ce qu'on a encore le droit de faire partie de cette famille ? Comment ça se passe ? Quand on dit dans notre famille, on est des bons vivants, alors on mange beaucoup. Du coup, quand on a... Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à chaque instant, chacun fait le meilleur choix pour lui selon les informations dont il dispose. Et là, il y a une bulle que je vais lire parce que je la trouve fantastique. Il y a des bulles extraordinaires. Donc, il y a une petite fille ou un petit garçon, on ne sait pas. Alors, il ou elle dit, bon, si chacun fait le meilleur choix pour lui, on ne peut plus en vouloir à qui que ce soit. Alors, je ne peux plus me plaindre, je ne peux plus regretter ce que j'ai fait ou pas fait. Qu'est-ce que je vais faire de tous mes remords s'ils n'ont plus lieu d'être et de mon sentiment de culpabilité? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne peux plus me plaindre? Ça va me déprimer parce que j'aime beaucoup me plaindre. Bon, si je change maintenant, je pourrais toujours me dire mais que de temps perdu avant, à moins que ce soit une croyance. C'est ça, c'est. Ouais. Donc il y a des gens qui adorent se plaindre en fait. Oui, et puis c'est pénible pour ceux qui sont à côté, je dois dire. Voilà, donc et ça leur prend beaucoup de temps et ils éprouvent en même temps ce sentiment de culpabilité. Donc là, cette règle d'or en hypnose aussi bien en PNL, que chacun fait le meilleur choix pour lui au moment où il le fait, en fonction des informations qu'il dispose, c'est vraiment une règle d'or qui fait qu'il n'y a plus de sentiment. Enfin, la culpabilité ne peut plus exister. Ah oui, mais le problème, c'est que ça rend les gens responsables. Ah oui, absolument. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas trop envie de se voir tels qu'ils sont. C'est ce qu'on aura. Mais à mesure où ils ont fait le meilleur choix pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. S'ils veulent aller mieux, oui, c'est donc sûr. Donc tout le monde est parfait en fait. Tout le monde a fait du mieux possible au moment où il l'a fait. Donc tout le monde a eu raison de faire tout ce qu'il a fait. Donc tout le monde est très bien en fait. Alors il y a un endroit où on peut trouver nos croyances limitantes à la page 38, mais ça sera à vous auditeurs de découvrir. Il y a quelque chose qui m'a énormément plu aussi dans ce livre, c'est l'histoire avec le petit enfant là, comment s'adresser à ses enfants pour qu'ils rangent leur chambre, etc. Finalement, on peut faire de l'hypnose rien qu'en parlant. Voilà. Et la façon dont on s'adresse à son enfant, il faudrait que je retrouve, mais vous le savez peut-être de mémoire. Oui. C'est au début du livre. En fait, c'est l'idée en fait de profiter de l'état de transe assez naturel des enfants, parce que les enfants sont très souvent en transe, ce qui permet à leur cerveau de digérer toutes les informations qu'ils ont reçues. Donc, quand un enfant est un peu dans la lune, ça veut pas dire réveille-toi. Non, il faut le laisser au contraire digérer. C'est comme un cycle. Après, son attention et sa concentration peut revenir. Voilà. Et on peut profiter de cette transe justement pour faire des suggestions. Plutôt que d'interrompre la transe et dire va ranger ta chambre, c'est pas possible, ce gamin est insupportable, il fait jamais ce que je lui demande. On peut au contraire l'accompagner dans sa transe pour lui faire les suggestions
Alors là, on voit un petit gamin qui est assis devant la télé. On voit que sa mère lui dit de loin, Kevin, éteins la télé, gros mollasson. Kevin, va ranger ta chambre. Le gamin, il pense, ma mère est une vieille folle hystérique, je la déteste. Et alors là, on a le petit gamin qui est en train de regarder la télé. Sa mère est venue s'asseoir à côté de lui. Elle lui dit, mon Kevin, à la fin de ton épisode, tu seras pris d'une envie irrésistible de ranger ta chambre, n'est-ce pas? Et lui, tout en regardant la télé, dit, oui, maman. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle est entrée dans son monde, en fait. Elle est entrée dans son monde, elle s'est glissée dans son monde et elle a fait une suggestion. Donc, elle n'a pas interrompu la transe, voilà. Oui, donc ça peut être très intéressant pour qu'il y ait moins de conflits dans les familles. Voilà, c'est sûr. Ça peut être vraiment intéressant. Et vraiment, c'est un livre qui est assez passionnant parce qu'on s'y retrouve. On s'y retrouve, nous, on retrouve des gens autour de nous. Donc, ne plus s'identifier à ces comportements, ça, c'est important. Voilà. Puisque derrière tout comportement se cache une intention positive, et là c'était un peu l'histoire de cette fille qui se met c'est toujours sous forme de BD, hein. C'est une femme qui se demande quelle est la partie d'elle qui veut qu'elle soit en colère, puisque elle est soumise à des colères. Au lieu de répondre normalement, elle se met dans la colère. Et elle voit que la cause vient d'elle-même. Et donc, dans vos histoires d'hypnose, vous demandez de mettre une intention positive. Et en vérité, elle voit qu'en vérité, elle se met en colère parce que la cause de cette colère, c'est qu'elle veut qu'on la respecte. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une valeur qu'elle doit porter en elle-même, le respect qui est empiété, où elle se sent empiétée par quelqu'un qui a dit quelque chose. Et donc, du coup, la colère se déclenche. Mais on est responsable, comme je disais, de ses états intérieurs. Donc, on est responsable de sa colère et on peut agir dessus. Sauf que le fait, ça la met en colère, donc elle gueule sur les gens qui sont autour et qu'au lieu de régler le problème, ça l'amplifie et après elle a honte, hein, donc. Voilà, c'est pas efficace. Absolument, et souvent on a des solutions qui ne sont pas efficaces. Et donc la folie, d'ailleurs, disait Einstein, c'est de penser, qu'on fasse la même chose et d'obtenir un résultat différent. Donc on fait la même chose, et on obtient un peu plus de la même chose. Voilà. Mais pas autre chose. Donc si ce qu'on fait ne fonctionne pas, l'idée c'est de faire n'importe quoi d'autre. Donc ces états de transe qu'on a un peu souvent, ça nous est tous arrivé. Vous avez l'image de dépasser le péage sur l'autoroute, voilà. Parce que vous étiez en train de discuter, vous étiez tellement en train de penser, dans un état de conscience, que finalement, ça m'est arrivé, moi, de faire 100 km de plus pour avoir une sortie d'autoroute plus loin. Et franchement, on était deux dans la voiture, et aucun des deux avait fait... Et vous vous posez la question évidente, mais qui conduisait la voiture? Puisque finalement, donc, c'est cet inconscient. Oui, absolument, qui a pris le relais pour tout le pilotage automatique. C'est un peu comme quand on sort de chez soi, on ferme la porte à clé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait très souvent, et donc on le fait un peu en pilotage automatique. Et puis tout d'un coup, on descend les escaliers, et puis quelques mètres plus loin, on se dit, mais est-ce que j'ai fermé la porte ou pas? Et donc finalement, on se souvient pas si on a fermé la porte ou pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement? Où on était, en fait? On était dans la lune, et donc voilà, le corps a pris le relais, l'inconscient a pris le relais pour fermer la porte, mais nous, on s'en souvient plus. Donc cet état de distraction à ce moment-là, c'est un état de conscience modifiée. Donc c'est un état de transe. Donc la transe, c'est vraiment un état naturel, en fait. C'est vraiment un état naturel. Il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps quand même, parce que je pense que donc c'est cet inconscient finalement qui dirige tout. Alors, qui dirige tout. L'idée, c'est de faire de l'hypnose pour reprendre le contrôle. Il dirige tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des stratégies inconscientes qui se sont mises en place à un certain moment donné, et pour protéger la personne, pour, par exemple, une colère qui peut avoir été la façon, je suis coléreux. Bon, alors déjà, c'est l'identification à son comportement. Mais peut-être que cette colère a été très bien, la première fois, elle s'est produite, en fait. Et c'est une stratégie qui s'est mise en place automatiquement. Parce qu'en fait, le cerveau adore les automatismes. Et les automatismes sont la base de l'apprentissage. Par exemple, on explique à un enfant, voilà, pour ouvrir la porte, tu utiliseras ta main droite pour pousser la poignée. Et donc, cet apprentissage, cette généralisation de ce mouvement permet d'ouvrir à peu près toutes les portes.
Jusqu'au jour où il y a une porte d'ailleurs qui s'ouvre dans l'autre sens. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, ça s'ouvre dans l'autre sens. C'est une option aussi qu'on a à l'intérieur. Et donc, c'est une généralisation d'un apprentissage. Et donc, le cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a appris à un moment que c'était bien de se mettre en colère. On a capté cette chose-là et on va le répéter indéfiniment. Pareil que pour les croyances. Il y a un moment où on a cru quelque chose et donc on va le répéter, en fait. Et on va même le vérifier. Alors, vous avez un prof de speed hypnose qui vous a hypnotisé et qui vous a fait cette formidable suggestion. Tu vas revenir ici et maintenant on compte de 5 avec la plus grande joie de vivre que tu n'aies jamais connue. Alors, racontez-nous cette histoire. Écoutez, c'est justement quand je me suis intéressée à l'hypnose, j'ai regardé un petit peu les formations qui existaient, puis voilà. Comme à l'époque j'étais designer, je m'intéressais pas du tout d'en faire mon métier, mais donc j'étais curieuse et je me suis dit tiens, la formation la plus courte qui existe sur l'hypnose, c'est la formation pour apprendre à hypnotiser rapidement et être hypnotisée. Donc je suis partie à ce stage avec beaucoup de curiosité et donc le premier jour, et ben voilà, je suis entrée en transe. Grâce à mon professeur, donc qui m'a fait ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire un mouvement en fait qui permet d'aller en transe extrêmement rapidement. Qui est très bien expliqué dans votre livre d'ailleurs. Voilà, donc je m'en souviens vraiment très très bien. J'ai senti vraiment que mon corps partait vers l'avant, que tout devenait noir, un peu comme un espèce d'évanouissement très agréable, un espèce de lâcher prise en fait, extrêmement agréable. Et là, il m'a juste dit cette phrase. Ça a duré quelques ondes. Tu reviens dans l'ici maintenant avec la plus grande joie de vivre, et j'ai l'impression que vous me êtes connectée à ce moment-là, vraiment une immense joie de vivre qui était à l'intérieur de moi, qui devait être cachée depuis je ne sais pas combien de temps au fond à gauche dans la petite boîte au bout du couloir, et qui était ma joie de vivre personnelle qui avait été enfouie sous d'autres choses. Et donc je me suis reconnectée à elle et je suis sortie de transe en éclatant de rire, en ayant un espèce de fou rire. D'ailleurs, D'ailleurs, il est toujours là, on l'entend. Et c'est drôle. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai cru qu'en fait, ça serait comme ça pour tout le monde. Je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé la formule du bonheur. Et c'est vrai que quand, du coup, on éclate de rire, évidemment, tous les problèmes nous paraissent complètement dérisoires. On est reconnecté à quelque chose de très profond à l'intérieur de soi. Je me suis dit, voilà, en un claquement de doigts, on peut changer d'état intérieur. Et ça dure pas. Et quitter la dépression en fait, dans laquelle j'étais, comme ça, en un claquement de doigts. Et donc j'ai trouvé ça trop génial, et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'hypnose. Alors ça marche pas sur tout le monde comme ça de façon aussi immédiate, peut-être. En tout cas, ça fait vraiment de l'effet, quoi. C'est clair que ça fait de l'effet. Alors après, ça n'empêche pas de prolonger les séances, mais le fait déjà de découvrir qu'en quelques secondes, on peut changer d'état intérieur, c'est-à-dire de sentiment intérieur, c'est une découverte. C'est génial. Ouais. Allez, juste un petit peu de Charlotte Gainsbourg, Élastique. Merci. Et c'est pas du toc. Voilà, Charlotte Gainsbourg, Élastique. On va pas la laisser jusqu'au bout. Catherine Lefebvre, donc cette hypnose ericksonienne et cette hypnose dont on parlait tout à l'heure, en transe hypnotique, ce qui est dit fait, c'est-à-dire que ce qui est dit produit un résultat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à capter l'attention de l'inconscient, une fois que le conscient est parti se promener, faire un tour ailleurs, eh bien tout ce qu'on dit va produire un effet. Et donc, le thérapeute va observer la personne en transe pour noter, on dit calibrer, tous les changements d'expression, tous les soupirs, tous les haussements de sourcils, etc., pour suivre un petit peu l'effet de ces suggestions sur la personne. Voilà, donc... Alors, c'est intéressant, vous avez fait aussi des sorties de transe, des témoignages de sorties de transe. Chacun vit sa transe un peu différemment, ça c'est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. En fait, chaque transe est unique et c'est à chaque fois une expérience unique. En fait, on ne vit pas 2 fois la même chose. Et là, on va faire le tour des interrogations et réticences qui sont aussi dans votre livre, de ces voyages hypnotiques. Alors, je vous pose la question que les gens vous ont posée, puis vous donnerez la réponse. Hein. Si on n'a pas conscience de tout ça, c'est bien qu'il y a des raisons, non ? J'ai peur de rencontrer la face obscure de ma personnalité. Vous posez comme question une personne. Oui, alors effectivement, si vous m'indiquez le numéro de page. C'est la page 81.
Voilà, si on n'a pas conscience, mais tout à l'heure vous y aviez déjà répondu. Oui, en fait, voilà. Donc là, ça fait vraiment appel à toutes ces personnes qui croient, qui sont restées un peu à l'époque de Freud, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans, donc Freud en fait a utilisé l'hypnose pour démontrer l'existence de l'inconscient. C'est lui qui a donné son nom à l'inconscient en fait. Et l'inconscient, c'est un peu tout ce qui n'est pas conscient. Voilà. Ça semble logique. Oui, ça semble logique. Et on n'a pas tellement d'autres définitions d'ailleurs. Et donc c'est comme un petit peu, Freud considérait que c'était un réservoir de pulsions, de refoulement, et donc quand on entre en état d'hypnose, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Voilà, et donc ça peut faire peur. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Bon alors en fait, d'abord, comme vous le disiez si bien, tout ce qui dit fait, c'est-à-dire produit un effet, donc ça dépend ce qu'on demande. Voilà. Alors, la deuxième question, non merci vraiment, je ne voudrais pas perdre contenance si je me mets à baver, tout ça. Enfin, que ça, c'est quelqu'un qui a peur de son image. Oui, qui a peur de lâcher prise, en fait. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, si je lâche prise et là, c'est devant les autres, hein, c'est une séance publique, donc voilà. Bon, mais sinon, devant un psy, elle peut peut-être se lâcher quand même. À partir du moment où la confiance est établie, oui, c'est possible. Alors, y a-t-il des contre-indications ? Je suis diabétique. Oui, alors il n'y en a pas en fait, il n'y a pas de contre-indication. Or, les personnes psychotiques et les schizophrènes, qui sont déjà des personnes dissociées. En fait, l'hypnose, c'est une dissociation en fait. Donc, les personnes qui sont déjà dissociées, ça peut qu'aggraver leur dissociation, ou encore, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, après, ça dépend des qualités de l'hypnothérapeute. Est-ce qu'on peut ne pas se réveiller ? Non. On se réveille toujours. C'est marrant parce que cette question en fait revient vraiment très souvent. Il n'y a pas de sorte de coma. On n'est pas comme la Belle au bois dormant. On ne s'endort pas comme ça pour je ne sais pas combien de temps. C'est un état en fait, l'état hypnotique. Donc on finit toujours par se réveiller. On peut s'endormir par contre. Alors du coup, si on enchaîne sur une sieste, on peut dormir 2 heures. Mais le thérapeute est là qui veille et vous réveille. Alors, vous expliquiez dans l'auto-hypnose avant qu'il était nécessaire quand même de se faire, si on s'enregistre une cassette pour se faire un traitement soi-même, de pas oublier à la fin de programmer un réveil quand même. Mais ça, c'est... Absolument. Pour pas s'endormir, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si on enchaîne sur du sommeil... Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que on va dormir, tout simplement. Si on s'endort, ça marche quand même, hein, puisque finalement, c'est pas le conscient qui travaille, c'est l'inconscient. Ah non. Quand on dort. L'état hypnotique, c'est pas un état de sommeil. D'accord. Donc là, quand on dort, on n'est plus du tout sensible aux suggestions. En fait, une personne peut avoir l'air extrêmement en transe et même ronfler parce qu'en fait, finalement, c'est un souffle d'arrière-gorge, le ronflement. Donc, de temps en temps, je me dis, mais attends, est-ce qu'elle n'est pas en train de dormir, etc. Et finalement, ça se voit très très bien au réveil. Bon, d'abord, il y a des signes inconscients. On peut discuter avec l'inconscient pendant que la personne est en transe. Hein. On peut établir un signal avec les doigts en disant, ce doigt-là, c'est le doigt du oui. Et il va bouger pour me dire oui. Et ce doigt-là, c'est le doigt du non. Donc, on vérifie que les signaux marchent bien. Et donc, on peut discuter avec l'inconscient pendant que la personne est en transe. Et je ne sais plus ce que je devais dire. Et donc, toutes ces cassettes qui nous disaient d'apprendre en dormant, c'était du pipeau? Alors, il y a des... c'est intéressant. Donc, effectivement, apprendre en dormant, oui, mais parce que justement, au moment où on va s'endormir, on va traverser un état... on va traverser rapidement, peut-être, un état de transe. Enfin, je crois pas, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Bon, là, j'avoue, ça dépasse mes compétences. Je continue le tour des interrogations et des réticences. Vous voulez me piquer le numéro de ma carte bleue, c'est ça? Oui, voilà. Donc ça, c'est effectivement les réticences par rapport à l'hypnose de rue, l'hypnose, voilà. Donc, quelle est la question sous-jacente, en fait? C'est quel est le pouvoir de l'hypnotiseur? Oui. Est-ce qu'il est capable de me faire faire des choses que je ne veux pas faire? Voilà. Oui, il faut une relation de conscience, puisque vous expliquez à un autre moment du livre que le résultat, c'est la confiance entre l'inconscient de l'un et l'inconscient de l'autre aussi. Voilà, et donc moi je rajoute qu'on peut pas vous faire faire en hypnose quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc on peut être très impressionné par les émissions de télévision avec Mesmer en disant mais comment cette personne, est-ce qu'elle joue d'abord ou elle joue pas? Donc la personne ne joue pas, mais par contre elle est tout à fait d'accord d'être là sur scène et de se donner en spectacle, ça correspond à ses valeurs en fait. Donc elle est d'accord pour faire ce que Mesmer lui demande. Alors, c'est-il pareil que la sophrologie, que la méditation, que le magnétisme, que le rêve éveillé et
que le subliminal, moi je rajouterais. Oui, non, c'est pas pareil parce que c'est différent. Donc l'hypnose c'est très particulier avec cet état de dissociation. Maintenant, il y a plusieurs hypnoses. Donc, il y en a les thérapeutes qui font parler dans les transes. Il y en a qui se travaillent beaucoup sur le symbolique, sur le symbole. Il y en a où ça peut ressembler à du rêve éveillé. Voilà. Il y en a qui considèrent que finalement ils ont connu que une relaxation, donc ça ressemble plus à la sophrologie. Après chacun va vivre des choses uniques, hein, comme je disais, et les séances ne se ressemblent pas. Mais l'hypnose, non, c'est différent, quoi. C'est spécifique d'une dissociation. Alors, il y en a un qui se pose la question, et si l'hypnothérapeute part en pleine séance pour répondre au téléphone et qu'il m'oublie, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, on se réveille tout seul ou on s'endort. Et en tout cas, l'inconscient veille sur vous, donc en cas de danger, s'il y avait, je ne sais pas, un incendie ou quelque chose, vous vous réveillerez immédiatement. Parce que l'inconscient réagit 10 fois plus rapidement que notre conscient. D'accord, donc ce livre, vraiment je le conseille pour tous ceux qui ont envie de s'intéresser à l'hypnose, mais aussi pour s'intéresser à eux-mêmes, puisque on va voir un peu ce qui se passe dans notre inconscient. Vous aurez la recette du langage hypnotique. Donc c'est aussi, il y a des mots à prendre. Il y a des personnes qui sont plus facilement hypnotisables que d'autres qui peuvent hypnotiser plus facilement, non ? Voilà, oui, absolument. Oui. C'est une technique, hein. Ceci dit, tout le monde peut hypnotiser tout le monde d'une manière générale pour faire une belle généralité. C'est très technique en fait. Donc ça s'apprend. C'est pas un pouvoir que certaines personnes ont et pas d'autres. Alors vous dites que ce fameux Richard Blander s'amuse à regarder les sujets 10 cm derrière les yeux. Oui. Comment il fait ? Au lieu de regarder les gens dans les yeux, imaginez que derrière. Les yeux sont 10 cm en arrière. Donc effectivement, du coup, ça fait assez bizarre. Hein. Faut pas avoir peur du ridicule parce que on a un drôle de regard quand on fait ça, qui fait un peu peur même. Et donc du coup, la personne rentre à l'intérieur d'elle-même. Voilà, ça la met en hypnose. Ouais. Parce qu'en fait, ça la dissocie. C'est-à-dire, c'est comme si Richard Bandler s'adressait directement à l'inconscient qui serait dans la tête, en fait. Donc en fait, il s'adresse directement au cerveau. Donc du coup, la personne a l'impression de pas être là puisqu'on lui parle à l'intérieur, quoi. Donc du coup, ça la dissocie automatiquement. Est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire du roi là qui pendant la guerre s'était réfugié dans son château ? Oui, alors donc là c'est l'illustration en fait d'une métaphore pour expliquer un petit peu comment l'inconscient adore les métaphores en fait. Donc en fait l'inconscient adore les histoires, donc en fait les hypnothérapeutes ils passent leur journée à raconter des histoires. Donc finalement pour être thérapeute il faut plusieurs qualités, mais il faut aussi une capacité d'imagination et d'adaptation en fait aux clients et d'élaboration en fait de stratégies pour trouver des solutions. Donc là je raconte juste une petite histoire d'un personnage qui s'est muré en fait dans son château dans une période où c'était difficile, où c'était la guerre. Donc c'est symbolique forcément de quelqu'un qui s'est protégé du monde extérieur, qui s'est réfugié à un moment où il y en avait besoin. On peut penser par exemple à un enfant qui a reçu des coups ou quelqu'un qui a vécu des expériences difficiles, donc il s'est protégé par exemple des autres. Donc je raconte comment il a bouclé les portes de son château, les fenêtres pour se barricader contre le monde extérieur. Voilà. Et les murs étaient à présent si épais qu'il avait parfois l'impression d'étouffer. Il ne voyait plus personne et il se sentait terriblement seul. Et le temps passait, identique à lui-même de jour en jour. Donc là, on a une espèce de situation qui dégénère, puisqu'au départ, il s'est protégé, puis finalement, il est tout seul, il voit plus personne, il souffre de la solitude. Et on pose la question, on peut poser la question d'ailleurs, et la personne peut même répondre, quand elle est en transe, elle peut aussi parler. Je me demande bien ce que vous auriez fait à sa place. Et là, on va apporter, dans cette forme de métaphore, on va apporter non pas comment la personne a fait pour sortir de son état intérieur de solitude, de renfermement, de repli sur soi, mais on va dire qu'un jour, elle est sortie pour prendre l'air. Ça alors ? Et donc elle a été très étonnée, à sa grande surprise, elle s'est aperçue que la guerre était finie depuis longtemps. Ça alors, c'est ça. Et donc là, on ne dit pas comment la personne qu'est-ce que forcément le déclic, on ne dit pas, voilà. Mais on sait qu'un jour, voilà, ça s'est résolu et donc
La personne, donc le roi, là, abandonne son château, mur trop épais, sans aucun regret, même avec une grande facilité. Donc souvent, les gens, ils sont murés dans leur difficulté, en pensant que jamais ils vont s'en sortir. Et de temps en temps, ils sont étonnés même de se sentir mieux si vite, en fait. Ils ont l'impression que leur peine était tellement terrible, leur tristesse était tellement infinie que ça allait mettre des mois et des mois à galérer et des années, alors que ça peut vraiment être extrêmement rapide en hypnose. Donc là, il est sorti de son forteresse avec vraiment une très grande facilité. Il a rencontré toutes sortes de gens qui vivaient parfaitement paisibles aux alentours et même un peu plus loin. Voilà. Et l'intérêt, c'est aussi le cheval blanc d'Erickson. Oui, je raconte effectivement des petites histoires dans ce livre, en racontant comment un jour, alors qu'Erickson était petit, donc son père était fermier, donc il y a un cheval sans doute d'un voisin qui s'était perdu et qui était arrivé, donc il fallait bien que le cheval rentre chez lui, mais il peut pas parler, donc on peut pas savoir où il habite. Donc voilà. Donc en fait, le père d'Erickson met Erickson sur le cheval et tape sur les fesses du cheval, et le cheval va rentrer tout seul chez lui, accompagné par le petit garçon qui en fait est porté par le cheval, qui sait très bien où il va en fait. Et là, c'est la métaphore. Le cheval est comme l'inconscient, il sait où il va. Voilà, il a juste besoin d'être accompagné. Pour trouver la bonne direction. Faites-nous tout un tas de livres comme ça, parce que franchement, ça vaut la peine. Journal d'une hypnothérapeute, Catherine Lefebvre, aux éditions Erol. Comment comprendre l'hypnose, tout simplement. Un roman graphique pour aller mieux. Il y a très peu de textes plus longs. Ça doit être une dizaine de lignes. Le reste, c'est beaucoup d'illustrations très intéressantes où, de toute façon, on s'y retrouve. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission ? Eh bien, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je pense que tout le monde mérite d'aller très bien. Voilà. Et donc, il faut juste trouver les bons outils pour y arriver. C'est possible et on en a tous bien besoin. Voilà. Pour un monde plus heureux et avec plus de liberté et surtout plus de choix, en fait, pour chacun. Oui, et puis je veux dire, c'est pas un livre qui fait peur, même un enfant peut le prendre dans ses mains et le lire. Oui. C'est un peu pour dédramatiser l'hypnose aussi, pour ceux qui en auraient peur. Ouais, c'est pour rassurer et pour dire, mais vraiment, c'est comme si on avait on a un compte en banque, voilà, c'est notre conscient, on sait combien on a dessus, et en fait, tout d'un coup, on nous annonce qu'en fait, on a un autre compte en banque où on est 100 000 fois plus riche, quoi. Et donc voilà, c'est dommage de pas le savoir. Ok. Donc, vous avez un site internet ? Oui, absolument. Donc, c'est hypnothérapie-angers.com. Angers comme la ville. Angers comme la ville, absolument. Je vous remercie beaucoup, Catherine Lefebvre. Merci à tous les auditeurs. Merci au revoir. Beaucoup. Merci, au revoir. De l'autre côté de la